Donc d'abord, on va commencer par faire un premier point de cours sur la configuration électronique et la méthode VSEPR. Donc la configuration électronique, qu'est-ce que c'est? En fait, le but, c'est de répartir les différents électrons sur un atome en commençant par la couche la plus proche du noyau à la couche la plus extérieure. Et donc pour ça, on connaît plusieurs couches. On a la première couche K, qui correspond à la première couche. On a la couche L qui correspond à la deuxième couche, la couche M, troisième couche, la couche N, quatrième, la couche O, la couche O à la cinquième couche, et ainsi de suite. Mais pour nous, ce qui nous intéresse, on va s'arrêter à la couche O, puisqu'on ne verra pas de couche plus grande que ça. Donc ça, c'est les couches. Et on a les sous-couches, donc S, qui sont L en minuscule, S, P, D, F. Donc voilà. À partir de ça, donc, on va avoir l'écriture de la configuration électronique, qu'il faudra apprendre par cœur, puisque ça va s'appliquer pour tous les atomes. Donc, on a d'abord donc on a un S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 4, 5S. Et pareil, dans les exercices, on ne verra pas de... Et pareil, pour les exercices, on ne verra pas d'atomes à long plus grand, donc on va s'arrêter à ça. Et donc ça, il faudrait apprendre par cœur. Bon, là, ce qui manque, en fait, c'est comment placer les électrons. Sur la couche S, en fait, on va toujours placer 2 électrons. Sur la couche P, on va alors placer au maximum 6 électrons. Sur la couche D, 10 électrons. La couche S, F, nous intéresse pas. Donc on va donc compléter. Donc 2S, 2S, 1S, 2S, 2P, donc 6 électrons, 3S, 2 électrons, 3P, 6 électrons, 4S, 2 électrons, 3D, donc 10 électrons, 4P, 6 électrons, et enfin 12 électrons. Et ainsi de suite. Donc en fait, cette partie-là, vous devez l'apprendre absolument par cœur, puisque on va avoir la même base pour tous les électrons. Donc, on va prendre un exemple, l'exemple de l'oxygène, qui a comme nombre atomique 8, donc qui aura comme configuration électronique un S2, 2S2, donc là on complète, on a déjà 4 électrons, il nous en reste 4, donc on continue, 2P pour la sous-couche P, on peut aller jusqu'à 6 électrons, mais nous on a besoin que de 4 électrons supplémentaires, donc on va mettre un 4. Voilà, et donc on va pouvoir introduire la notion d'électrons de valence. Donc comment compter les électrons de valence? En fait c'est simple, il faut juste prendre le nombre d'électrons qui se situent sur la couche supérieure, la plus supérieure de l'atome. Donc ici pour l'exemple de l'oxygène, la couche la plus supérieure c'est L, donc 2. Il y a en total 6 électrons de valence. Donc 6 électrons de valence pour l'oxygène. Voilà. Donc par exemple, si on enlevait un atome qui aurait comme configuration électronique qui s'arrêterait à 4p6, on compterait alors les électrons qui sont sur la couche 4, ou N, qui est elle la couche la plus grande. Et donc ici on aurait 2 électrons plus 6 électrons, donc 8 électrons de valence. Voilà. Donc deuxième notion qui est importante pour les 2 premiers exercices du TD qu'on va traiter, c'est la méthode VSEPR. Donc la méthode VSEPR. Ce qu'il faut savoir sur la méthode VSEPR, c'est qu'elle permet de trouver la géométrie d'une molécule en se basant sur un modèle, le modèle AXE. Avec A qui correspond à l'atome central, avec X qui correspond
aux groupes ou aux atomes liés à l'atome central, et E aux doubles liaisons. Et N et M au nombre de doubles liaisons ou de groupes atomes. Voilà. Et donc, il y a bien sûr un tableau à apprendre qui est dans votre cours pour connaître à quoi correspond. Voilà, donc à partir de ce modèle, on va pouvoir retrouver la géométrie d'une molécule en se basant aussi sur le tableau que vous avez à apprendre qui est dans votre cours et que je vais remettre juste ici. Donc voilà, donc c'est ce tableau que vous devez apprendre par cœur pour pouvoir répondre aux questions. Et voilà, donc c'est avec cette base de cours qu'on va pouvoir répondre et commencer le TD. Donc première question, le trifluore de chlore est un composé chimique moléculaire de formule brute ClF3. L'atome de chlore est l'atome central. On nous donne comme information que le numéro atomique du chlore est 17 et que le numéro atomique du fluor est de 9. Donc d'abord on va s'intéresser au chlore en commençant par écrire sa configuration électronique. Donc on commence par écrire un S, 2S2, 3S, 2P6. Là on a 2, 4, 10 électrons, donc il nous reste encore 7 électrons à déposer. Donc on continue. 3S2, 3P. Ici, avec la sous-couche P, on a vu qu'on pouvait mettre 6 électrons. Sauf que là, on est déjà à 12 électrons. Donc il ne reste que 5 électrons à déposer. Pour les électrons de valence du chlore, on va prendre la couche la plus grande, la plus superficielle, qui est la couche 3. Donc ici, on va avoir 7 électrons de valence. Donc, on va se pencher maintenant sur l'atome de fluor, qui lui a 9 électrons. Donc on fait la même chose, on place les premiers électrons, 2S. 2P, pareil, ici on a 4, pour l'instant on a 4 électrons qui sont placés. On a besoin plus que de 5 électrons, donc on va mettre 5 électrons sur la dernière couche. Pour compter les électrons de valence, c'est toujours pareil. Ici, la couche la plus grande, c'est 2, donc on va compter 7 électrons de valence. Bon, avec ce qu'on a, on peut d'abord répondre au premier item. 1. La configuration électronique du chlore est 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Ici, on voit qu'on n'a pas trouvé le même résultat, donc cet item est faux. Deuxième item, l'atome de fluor possède 7 électrons de valence. On a bien le même résultat, donc deuxième item vrai. 3. Cette molécule possède une structure de type AX4E d'après le modèle. 3. Cette molécule possède une structure de type AX4E d'après le modèle VSEPR. Donc ici on nous donne la molécule, c'est LF3 avec la molécule centrale du chlore et 3 atomes de fluor liés au chlore. Donc on va reprendre notre modèle de AXE. Avec A, on a vu que c'était le chlore. X, le nombre d'atomes liés, donc F, on a vu qu'il y en avait 3. Donc on va d'abord pouvoir mettre AX3. Et enfin E, le nombre de double liaisons. Pour calculer le double liaison, on va faire un rapide calcul. Donc on connaît déjà le nombre d'électrons de valence du chlore, donc 7. Donc on va mettre le nombre d'électrons de valence moins le nombre d'atomes liés au chlore, donc 3, divisé par 2, qui est égal à 4 sur 2, qui est égal à 2. Donc il y a 2 doubles liaisons. Ici, on va reprendre notre petit tableau que vous aurez appris. Donc là, je vous ai mis un autre tableau qui est un peu plus complet et qui est en français aussi. Et donc on va s'en servir pour répondre à la question. Donc ici, nous, notre molécule avait 3 atomes liés à la zone centrale et 2 électrons de double liaison. Ce qui nous fait au total 5 doublés. Donc ici, pour se référer au tableau, on va avoir 5 doublés du modèle AX3E2. Et donc ici, on va être dans une bipyramide trigonale en T. Et d'ailleurs, ici, on retrouve notre molécule ClF3.
Donc on va pouvoir répondre à l'item 3. Cette molécule possède une structure du type AX4E d'après le modèle VSEPR, ce qui est faux. Item 4, la géométrie de la molécule CF3 est la même que celle de la molécule. La géométrie de la molécule CLF3 est la même que celle de la molécule de trichlorure d'iode. Donc on va devoir faire la même chose pour la molécule de trichlorure d'iode. Ici on va aller un peu plus vite. On sait que ici l'atome central c'est l'atome de l'iode et les atomes de chlore sont les atomes qui se situent autour de lui. Dans l'énoncé on ne donne pas le nombre atomique de l'iode, mais comme on sait qu'il fait partie de la famille des halogènes, on peut en déduire qu'il a 7 électrons de valence. Et donc on va faire de la même manière, on va compter le nombre de doubles électrons avec le même calcul, le nombre d'électrons de valence moins le nombre d'atomes attachés à l'atome central, donc ici 3 sur 2, et on obtient la même chose 2. Donc on va avoir AX avec 3 chlore autour de l'atome d'iode et, comme ce qu'on a calculé, 2 électrons de valence. Donc ici, l'item 4 est vrai. Enfin, cinquième item, ici il faut que, pour mieux visualiser, on va dessiner la molécule, c'est elle. Avec les deux doublets. Donc en reprenant le tableau périodique des éléments, on peut affirmer que le fluor est plus électronégatif que le chlore. Et d'ailleurs, l'atome le plus électronégatif du tableau. Et donc, on peut en déduire que chaque liaison de l'atome entre un fluor et le chlore central est une liaison polaire. On ajoute à ça la forme asymétrique de la molécule, avec ici d'un côté deux liaisons doubles et de l'autre côté un fluor. On peut affirmer que l'item 5 est vrai. On passe maintenant à la deuxième question. L'acide sulfurique est un composé chimique moléculaire de formule brute PeI2. Tout le premier thème s'intéresse à la configuration électronique de l'iode, donc on va la faire de l'autre côté. Ici, on a Z de I est égal à 53, donc on commence 1s2, 2s2, 2p6. Ici, pour l'instant, on a 10 électrons, donc on continue. 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Ici, on a 20 électrons, donc pour l'instant on a 30, il nous reste donc 23 électrons. On continue. 4p6, 4d10, 5s2. Ici, on a 10 électrons. Ici, on n'a pas encore le compte, puisqu'on a 10 plus 20 plus 18, 48 électrons. Donc on continue, et il nous reste 5 électrons, donc on complète avec 5 électrons. Ce qui nous fait au total 53 électrons. Ici, on remarque qu'on obtient le même résultat que dans l'item, donc item 6 est vrai. Septième item, l'atome de beryllium possède 4 électrons de valence. Donc ici, pour déterminer les électrons de valence, on va faire la même chose que pour l'iode, on va écrire la configuration électronique du beryllium. Donc on a 4 électrons, donc on va les placer 1s, 2s, 2. Voilà. Ici, la dernière couche de l'atome, c'est 2, donc on va avoir 2 électrons de valence. Donc l'item est faux. Huitième item, cette molécule possède une structure de type AXE d'après le modèle VSEPR. Donc on a vu que la molécule est de forme BeI2, avec comme molécule centrale le beryllium et les atomes qui sont autour de l'iode. Voilà. Donc on a d'abord AX2,
Et pour déterminer si on a ou non des électrons, des doubles liaisons, on va reprendre notre petit calcul qui consiste à soustraire le nombre d'électrons de valence, par le nombre d'atomes autour de l'atome central. Ici, on a 2 atomes et on divise par 2. Bon, on voit bien qu'on obtient 0 double liaison. Donc, on va avoir une structure de type AX2. Le 8e item étant faux. Item 9, la géométrie de la molécule BEI2 est la même que celle du dioxyde de carbone CO2. Donc on va faire la même chose pour la molécule de carbone. On sait que le nombre atomique du carbone est de 8 et que le nombre de valence d'électrons de valence du carbone est de 4, pardon. Le carbone étant la molécule centrale, on va avoir 2 oxygènes qui vont être liés au carbone. Donc, on a une base de AX2. Alors le piège ici, c'est que l'atome de carbone est lié aux atomes d'oxygène par une double liaison. D'ailleurs, je dis double liaison depuis le début, mais non, désolée, c'est doublé. Quand un atome quand deux électrons d'un atome sont liés ensemble, on appelle ça un doublé et pas un double électron. Désolée pour la confusion. Et donc ici, en fait, la double liaison va compter juste pour comme une liaison normale, donc on va avoir 2x. Et donc cet item 9 est vrai. Deuxième item, cette molécule est polaire. Donc d'abord, on va la dessiner. Donc ici, j'ai dessiné l'atome de beryllium et l'atome de iode qui a lui cet électron de valence et donc il va avoir 3 doublés. Mais ces doublés, rappelons-le, ne comptent pas pour la VSEPR puisqu'on s'intéresse principalement à l'atome central. Donc ici, si on reprend encore le tableau périodique des éléments, on va avoir l'iode qui va être plus électronégatif que le beryllium. Et donc on va avoir je vais changer de couleur. 2 actes dipolaires qui sont de sens opposés et donc ils vont se compenser, ce qui va faire que la molécule va être apolaire. Et donc l'item 10 va être faux. Bon, on passe à la troisième question. On s'intéresse aux composés suivants, BF3, BF5, SF3, SF4, afin de voir s'ils existent ou non. On s'intéresse aux composés suivants, BF3, BF5, SF3, SF4, afin de voir s'ils existent ou non. On nous donne comme données les numéros atomiques du bore, du fluor et du soufre. Donc premier item, le bore B et le fluor F appartiennent à la même colonne du tableau périodique. Ici, ça va être plus une question de cours, mais si vous ne savez pas ou si vous avez oublié le jour de l'examen, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va calculer, on va pas calculer, non, on va chercher le nombre d'électrons qui se trouvent sur la dernière sous-couche de l'atome, pour voir s'ils sont de la même colonne ou non. Donc pour le bore, on nous donne comme numéro atomique 5, donc on va écrire la configuration électronique, TS2P. Ici, on a 4 électrons, donc il nous reste un électron. Donc ici, on a un électron sur la dernière sous-couche. Ça, c'est pour le bore. On va faire la même chose pour le fluor. Donc 2, S2, 2P, 6. Ici, on a 9 électrons pour le fluor.
Bon, là, on voit bien que ils n'ont pas les mêmes nombres d'électrons sur la sous-couche. Avec ça, même si. Donc avec ça, même si on ne connaît pas par cœur le tableau périodique des éléments, on peut trouver que la question 11 est fausse. Deuxième thème, BF3 et SF3 ont la même figure de répulsion triangle équilatéral. Donc d'abord, pour BF3, on a comme atome central le bore et comme atome qui se trouve autour du bore le fluor. Donc on va avoir d'abord la configuration. Donc on va d'abord avoir comme modèle AX3. Ici, il nous reste potentiellement des doublés. On va soustraire le nombre d'électrons de valence. Ici, on a déjà écrit la configuration électronique, donc on peut voir qu'il y a 3 électrons de valence par le nombre d'atomes liés au bord. Ici, on a 3 sur 2, et on voit qu'il y a 0 doublet. Donc, il n'y a pas de doublet, donc on va avoir un modèle de AX3. Si on reprend le tableau que l'on a vu au début, ici on est dans le cas de AX3 avec 3 doublets. Et donc, on va pouvoir en déduire une figure de répulsion triangle, avec une forme triangulaire. Et c'est donc pour l'item 12, pour le BF3, on a bien un triangle, bon ici triangle équilatéral, mais c'est la même chose. Donc il ne reste plus qu'à vérifier si CF3 est également une figure de répulsion triangle équilatéral ou triangle. Donc on reprend SF3 avec S, l'atome central, et F, les atomes liés à l'atome central. Ici, on a 3 atomes centrales, pas du tout. Ici, on n'a pas encore écrit la configuration électronique du soufre, donc on va le faire. Le soufre a 16 électrons, donc on écrit la configuration électronique. 1s, 2, 2s2, 2p6. Pour l'instant, on a 10 électrons de noter, il nous en reste 6. Donc on continue. 3s2, 3p4. Ce qui nous fait au final 16 électrons de valence. 16 électrons. Ici, on a 6 électrons de valence, donc c'est ce qui nous fait 16 électrons au total. Pour chercher les électrons de valence, on regarde la couche la plus supérieure ou la plus grande. On a donc la troisième couche et on compte 6 électrons, soit 6 électrons de valence. Donc si on continue et qu'on cherche le nombre de doublés possibles, on va prendre le nombre de doublés d'électrons de valence, qu'on va soustraire avec le nombre d'atomes qui est attaché au soufre, soit 3 fluor. On divise par 2. Ici, on va avoir 3 sur 2. Et on obtient 1,5. Donc ce qu'on va faire pour mieux visualiser la molécule, c'est qu'on va la dessiner avec le soufre comme atome central. On a 6 électrons de valence. Donc on va dessiner 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va placer les atomes de fluor. 1, 2 et 3. Le fluor qui a... ici je me suis trompée, c'est pas 6 mais 5. Voilà. Donc il y a 7 électrons de valence. Bon là ça change rien, c'est dans tous les cas ça n'a pas les mêmes électrons de valence, donc enfin le même nombre sur la sous-couche superficielle, donc ça change pas l'état au premier thème. Mais donc ici on a 7 électrons de valence. Et ici le soufre, on remarque qu'on peut former un doublé, sauf qu'il va lui manquer un électron qui va être tout seul. Donc normalement
il va avoir une charge négative. Sauf qu'ici, pour le SF3, on ne précise pas la charge négative, donc on en conclut que SF3 n'existe pas. Et donc, on va conclure que l'item 12 va être faux. Voilà. Donc on passe à l'item suivant, BF5 n'existe pas. Donc ici, pour vérifier, je conseille de dessiner la molécule. Donc c'est ce qu'on va faire. On a vu ici qu'il a 3 électrons de valence à la molécule de bord. Ici, on voit déjà qu'il a un problème puisque avec BF5, on a besoin de 5 atomes de fluor. Sauf qu'ici, avec 3 électrons de valence, on ne peut en mettre que 3. Donc on peut d'abord déjà conclure que l'atome, que le 13e item est faux. Est vrai, plutôt. Item 14, SF4 possède une figure de répulsion de type bipyramide trigonale. Donc on va chercher le modèle de la molécule SF4, avec toujours le soufre en molécule centrale et le fluor en atome autour de l'atome central. Donc on va d'abord avoir AX, on a 4 fluors, donc AX4, et on va calculer les potentiels doublés. Ici le soufre, on a vu, ce qu'on a vu, oui, on a vu qu'il avait 6 électrons de valence, donc on va faire le même petit calcul qu'on a vu avant, 6 moins les nombres d'électrons de valence moins le nombre d'atomes liés, donc le nombre de fluor, donc 4, sur 2, on va avoir 2 sur 2 est égal à 1, donc un doublet. On va quand même dessiner la molécule pour vérifier. 6 électrons de valence, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 fluor, on va quand même dessiner la molécule pour être sûr. Donc, on a 6 électrons de valence. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 fluors liés. 1, 2, 3, 4. Avec leur doublet. Donc ici, on va avoir un doublet. Donc, on a bien AX4, E1. On va retourner voir notre tableau. Donc ici, oui, ici c'est pas double liaison. Pour le E, c'est le nombre de doublets. Voilà. Donc, on a comme modèle AX4E1, ce qui nous fait 5 doublets. Donc, dans notre tableau, on va sur cette colonne, enfin sur cette ligne, et on trouve notre modèle. On est donc bien dans une pyramide trigonale, tétraédrique irrégulière. On vérifie notre item. 4. C'est une figure de répulsion du type pyramide trigonale, donc l'item 14 est vrai. Item 15, BF3 est une molécule polaire. Ici, ça va être plus rapide puisqu'on a déjà répondu en partie à la question avec item 12. On a dit que la molécule BF3 a une figure de répulsion triangle équilatérale. Et donc, on peut d'abord dire que BF3 avec sa figure symétrique triangulaire a ces liaisons polarisées qui se compensent. Et donc, la molécule est apolaire. Donc 15 est faux. Donc 15 est faux. Donc avant de continuer sur les prochains exercices, on va faire un deuxième point de cours qui, lui, va se porter sur les moments dipolaires.
On va noter quelques formules qui vont nous intéresser. D'abord celle du moment dipolaire théorique. De la liaison AB est égale à la charge électrique fois la distance AB. La charge électrique que l'on va vouloir en coulombs et la distance en mètres. Deuxième formule, celle du pourcentage ionique d'une liaison AB. Qui va se noter et qui va être égal à, au moment dipolaire expérimental, donc qui est une donnée qui va être généralement donnée par le sujet sur le moment dipolaire de la liaison AB, qui est égal. Donc, moment dipolaire expérimental sur Q fois la distance AB. Maintenant, quelques points aussi à connaître, quelques particularités aussi à connaître. C'est si le pourcentage ionique de AB est égal à 1, c'est que la liaison est purement ionique. La liaison de AB est purement ionique. Donc on a A ionique, A moins. Donc on a A moins et B plus positif. A négatif et B positif. Deuxième particularité, si le pourcentage ionique de AB est égal à 0, c'est que la liaison est covalente. Et donc que A et B sont identiques. Enfin, si on veut calculer le moment dipolaire d'une molécule, le moment dipolaire d'une molécule est égal à la totalité, à la somme des moments dipolaires des liaisons de la molécule. Donc voilà les points essentiels pour pouvoir répondre aux items de la question suivante. On va pouvoir donc commencer à y répondre. Donc question 4, le moment dipolaire de HS est de 0,95 débit et la longueur des liaisons SH est de 1,3 angstrom. Donc on cherche dans les trois premiers items le moment dipolaire théorique du dipôle. Donc on va reprendre la formule qu'on a vue dans les points courts, ce qui est celle-ci, le moment dipolaire, tac. Donc on va d'abord la réécrire, en sachant que ici ça va être le moment dipolaire de SH, qui va être donc égal à la charge électrique fois la distance entre S et H, avec le moment dipolaire en débit, la charge en coulombe et la distance en mètres. Ici, on nous donne la distance en angstrom, donc on va devoir la convertir grâce à cette donnée-là. Donc on commence l'application numérique. Et on va calculer. Donc ici, on fait le moment dipolaire théorique de SH qui est égal à 1,6 fois 10 puissance moins 19 fois 1,3 fois 1 fois 10 puissance moins 10. Ici, on a en fait converti les angstroms en mètres pour en rappelant que 1
angstrom est égal à 1 fois 10 puissance moins 10 mètres, pour ensuite avoir 2,08 fois 10 puissance moins 29 coulombs par mètre. Ici, dans les items, on nommé l'unité en débit, donc on va tout simplement convertir grâce à cette donnée. Donc, ce qu'on va faire, donc le moment dipolaire est égal à 2,08 fois 10 puissance moins 29 que l'on va diviser par 3,33 fois 10 puissance moins 30. Donc on va avoir 6,246 débits. Et ce qui correspond à l'item 17, si on arrondit à 6,25 débits. Donc le 16 et le 18 est faux. Dans les deux dernières questions, la 19 et la 20, là on s'interroge sur la charge, les caractères ioniques partiels de la lésion SH. Donc de la même façon, on va reprendre les formules qu'on a vues, et cette fois-ci c'est celle-ci qui va nous intéresser. Donc on va la réécrire plus bas. Donc on a le pourcentage ionique de SH qui est égal au moment dipolaire expérimental sur le moment dipolaire théorique. Ou le moment dipolaire de SH. Enfin, le moment dipolaire théorique de SH. Qui est égal donc on va avoir le pourcentage ionique d'une lésion SH qui va être égal à 0,95, donc la donnée qu'ils nous ont donnée dans l'énoncé, sur ce qu'on a trouvé pour les questions au-dessus, 6,246. On va avoir un total de 0,15 de 0,97 qu'on arrondit à 15%. Cette fois-ci, c'est l'item 20 qui est bon et l'item 19 qui est faux. Donc avant de continuer sur les prochains exercices, on va faire un troisième point de cours qui va lui se porter sur les spectres d'émission de l'hydrogène et les ions hydrogénoïdes. Donc on va noter les formules qui nous intéressent, en commençant par l'énergie d'une onde. On aura alors en joules, qui est égal à la constante de Planck, fois la fréquence en secondes moins 1, et qui va être égal à la constante de Planck fois la célérité sur la longueur d'onde, 1 mètre. Ce qui nous sera aussi important à retenir, c'est la façon de convertir l'énergie en joules en énergie en volts. Et donc, on aura l'énergie en volts qui sera égale à l'énergie en joules sur la charge Ce qui va nous intéresser aussi, c'est le spectre de l'hydrogène. On va avoir plusieurs niveaux d'énergie, avec d'abord le niveau N1, qui est aussi appelé le niveau fondamental, et qui pour l'hydrogène va avoir
une énergie égale à moins 13,6 EV. On va avoir d'autres niveaux, E2, E3, jusqu'à l'énergie d'ionisation qui correspond au niveau plus l'infini, avec l'énergie infinie qui sera égale à 0. Et donc, ce sera l'énergie d'ionisation. Avant cette énergie d'ionisation, on va avoir entre l'énergie fondamentale avant l'énergie d'ionisation, on va avoir l'état excité de l'atome qui va être à partir de l'énergie du niveau fondamental. Là, il sera donc dans l'état excité. Donc on rappelle que lorsque un ion passe d'un niveau On rappelle que lorsque un ion passe d'un niveau supérieur à un niveau inférieur, on parle d'émission d'un photon. D'émission d'un photon. Et du sens inverse, lorsque un photon passe d'un niveau inférieur à un niveau supérieur, on parle d'absorption d'un photon. Et pour calculer la différence d'énergie lors de ce passage d'un niveau supérieur ou inférieur, on va avoir aussi une formule qui va être la différence d'énergie qui va être égale à l'énergie J, le niveau qui est inférieur. Donc on va avoir l'énergie K, donc le niveau qui est supérieur, à l'énergie J, l'énergie du niveau le plus bas. Et donc qui sera bien sûr en joule. Et tout ça, ça va être aussi égal à la constante de Planck fois la célérité sur la longueur d'onde émise par le photon lorsqu'il passe d'un niveau J à un niveau K, ou d'un niveau K à un niveau J. Ensuite, une autre formule qui va nous être très importante et utile pour les exercices qu'on va faire, c'est l'énergie du niveau, où on va avoir deux cas en fait, qui va être en électrovolts. On va avoir d'abord une formule pour les hydrogénoïdes, et je rappelle que les hydrogénoïdes, c'est un atome qui a perdu tous ses électrons, sauf un seul, et qui va avoir donc une même structure que l'hydrogène, et qui va avoir alors les mêmes caractéristiques que l'hydrogène. Donc on va avoir la formule En qui est égale à moins Z au carré, Z le nombre atomique, fois 13,6, donc qui correspond à l'énergie du niveau fondamental dans le spectre de l'hydrogène, sur le niveau de l'ion au carré. Dans le cas donc de l'hydrogène, on va avoir l'énergie du niveau qui va être égal à moins 13,6 sur N au carré. Donc avec ce que l'on a là, on va pouvoir répondre aux items de la question 5. Donc question 5, l'ion Be3+, est un système hydrogénoïde.
Donc premier item, l'énergie du niveau fondamental de cet hydrogénoïde est égale à moins 217 électronvolts. Donc on sait que l'énergie fondamentale correspond à l'énergie le plus bas, E1. Donc l'énergie du niveau qui est égale à 1. On réécrit la formule qu'on a vue plus tôt avec En qui est égal à moins Z au carré fois 13,6 sur le niveau au carré. Le beryllium, il fait partie des atomes que vous devez connaître dans le tableau périodique des éléments. On sait que le numéro atomique du beryllium est égal à 4, donc on va pouvoir passer à l'application numérique. Donc on va avoir moins 4 au carré fois 13,6 sur 1 au carré. Et on va obtenir moins 217,6 électronvolts. Donc le premier item est vrai. Deuxième item, la longueur d'onde des photons correspondant à l'énergie d'ionisation de cet hydrogénoïde pris dans son état fondamental est de 7,5 nanomètres. Alors, d'abord, il faut qu'on calcule l'énergie que doit posséder un photon capable d'ioniser cet atome, qui est initialement à l'état fondamental. Donc cet atome doit recevoir une énergie qui doit la faire passer de l'énergie du niveau 1, E1, à l'énergie du niveau ionisé, donc E1 qui est égal à moins 217,6 électronvolts, à l'énergie ionisée, qui comme on a vu est égale à 0. Donc on calcule d'abord la différence entre l'énergie ionisée. Donc l'énergie ionisée, il est sur un niveau qui est supérieur à celui de l'énergie fondamentale 1. Donc on va avoir ici l'énergie ionisée moins 217,6. On va avoir 217,6 EV. Ici, on souhaite avoir l'énergie en joules, donc on va utiliser les données pour convertir. Donc on va avoir ionisé, enfin l'énergie. Donc on va avoir, bon, je vais l'écrire d'une autre façon, mais la différence d'énergie qui est égale à la différence de l'énergie de ionisation, qui va être égale, donc on va convertir à 217,6 EV, ou 217,6 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules, qui va être égal à 3,49 fois 10 puissance moins 17 joules. Donc ici pour l'instant on a l'énergie d'ionisation, mais les items demandent la longueur d'onde d'ionisation. Donc pour l'instant on a l'énergie d'ionisation, mais ce que l'on cherche c'est la longueur d'onde de cette énergie d'ionisation. Et donc pour ça on va utiliser une autre formule que l'on a vue, celle-ci. Voilà. Donc ici, on a cherché l'énergie d'ionisation, ici la longueur d'onde. On va reprendre la formule E ionisation est égale à la constante de Planck fois la célérité sur la longueur d'onde émise. Ici, on va donc avoir la constante de Planck fois la célérité sur l'énergie d'ionisation. Passer à l'application numérique et on va avoir 6,60
de 6 fois 10 puissance moins 34 fois la constante de Planck, la célérité 2,998 fois 10 puissance 8 sur notre énergie d'ionisation 3,49 fois 10 puissance moins 17 et on va obtenir 5,7 fois 10 puissance moins 9 mètres. Donc ici, on nous demande en nanomètres, donc on va également convertir les mètres en nanomètres et on va avoir 5,7 nanomètres. Ici, on nous propose 7,5, donc l'item 22 est faux. Donc, item suivant, la longueur d'onde des photos correspondant à une transition entre le troisième état excité et le cinquième état excité appartient au domaine du visible. Ici, pour calculer la longueur d'onde de transition, on calcule d'abord l'énergie de transition. Donc, on va reprendre notre formule que l'on a vu plus tôt, avec ici l'énergie du troisième niveau, moins l'énergie du cinquième niveau. Là, je me suis trompée, il faut mettre l'énergie du niveau le plus grand, moins l'énergie du niveau le plus petit. Donc ici, 5 et 3. Ici, on n'a pas les énergies de chaque niveau, donc on va les calculer dans la formule. Donc on va avoir d'abord moins z au carré fois 13,6 sur n5 au carré, moins z au carré fois 13,6 sur n3 au carré, donc qui est égal à moins z au carré fois 13,6 sur n5 au carré, plus z au carré fois 13,6 sur n3 au carré. Et donc, on passe à l'application numérique. Et bon, on va avoir énergie de l'ionisation qui va être égale à moins 4 au carré fois 13,6 sur l'énergie sur 5 au carré plus z 4 au carré fois 13,6 sur 3 au carré. On obtient alors 15,47 électronvolts. Pareil, on veut l'énergie en joules. Donc on va faire la même chose que ce qu'on a fait plus haut. Et on va multiplier par 1,6 fois 10 puissance moins 19. Donc ici ça va être enlevé. Ici en joules. On va avoir 2,47 48 fois 10 puissance moins 18 joules. Donc de la même façon, on va utiliser la formule qui va nous servir à avoir la longueur d'onde, donc de la constante de Planck fois la célérité sur la longueur d'onde. On va pouvoir isoler la longueur d'onde pour pouvoir la calculer après. Et donc, dans l'application numérique, on va avoir 6,626 fois 10 puissance moins 34 fois la célérité 2,998 fois 10 puissance 8 sur l'énergie d'ionisation 2,48 fois 10 puissance moins 18 et
ça va nous donner 8,01 fois 10 puissance moins 8 mètres est égal à 80,1 nanomètres. Alors, en sachant que le domaine du visible se situe entre 400 nanomètres et 800 nanomètres, l'item est faux. Les deux prochains items, on va les étudier ensemble. On va d'abord les lire. Donc, item 24. Bombarder cet hydrogénoïde, initialement Europos avec des photons d'énergie 300 électrovolts, revient à ioniser l'hydrogénoïde et à envoyer son électron à l'infini Europos. Et item 25. Bombarder cet hydrogénoïde, initialement Europos avec des photons d'énergie 300 électrovolts, revient à ioniser l'hydrogénoïde et éjecter l'électron à une vitesse de 5,380 fois 10 puissance 6 mètres par seconde. Donc d'abord, ce que l'on va faire, c'est qu'on va étudier le comportement d'un atome d'hydrogène pris à l'état fondamental. Donc ici, l'hydrogénoïde a une énergie au niveau 1 de moins 217,6 électronvolts. Donc on l'étudie lorsqu'il reçoit un photon d'énergie 300 électronvolts. De 300 électronvolts. Donc l'énergie qui est apportée est égale à 300 électronvolts. Donc d'abord, ce que l'on peut remarquer, c'est que l'énergie qui est apportée, elle est supérieure à l'énergie initiale, à l'énergie à l'état fondamental, en sachant que pour ioniser l'atome d'hydrogène avec une énergie fondamentale de moins 217 électronvolts, il faut une énergie de ionisation qui est égale à 217 électronvolts. Donc ici, on remarque que l'énergie d'ionisation, elle est à l'absolu égale à l'énergie fondamentale, ce qui est logique, puisque si on reprend le spectre d'émission, si on reprend le spectre d'émission, avec ici l'énergie 1, le niveau 1, et ici l'énergie infinie et l'énergie d'ionisation, donc l'énergie au niveau infini, il faudrait la même quantité d'énergie, en gros, pour pouvoir atteindre l'ionisation. Et donc ici, en fait, on apporte de l'énergie qui dépasse l'énergie qui doit être apportée pour ioniser l'atome. Donc on peut dire que l'atome hydrogénoïde est ionisé et que son électron qui est émis est envoyé à l'infini au repos. Donc d'abord on peut valider l'item 24. Maintenant il nous reste à connaître l'énergie, la vitesse à laquelle est envoyé l'électron. Et pour ça, on va utiliser la formule de l'énergie cinétique qui est égale à 1 demi fois donc la masse fois la vitesse au carré. Ici, on cherche à isoler la vitesse, donc c'est ce qu'on va faire. On va d'abord mettre le 1 demi de l'autre côté, donc on va se retrouver avec 2EC égale à mv au carré. On va se retrouver ensuite avec 2EC sur la masse égale à b au carré. Et enfin, on va faire la racine de tout ça pour se retrouver simplement avec b. Donc avec la vitesse en mètres par seconde, l'énergie cinétique en joules et la masse en kilogrammes. Donc on va passer par à l'application numérique. Donc
On va faire la racine de 2 fois l'énergie cinétique. Alors, l'énergie cinétique, comment on la calcule? En fait, c'est très simple. Ça va être la somme de l'énergie de l'énergie à l'état fondamental moins l'énergie plus l'énergie qui a été apportée. Donc on va avoir moins 217,6 plus 300. Sauf qu'ici, ce sont des électrovolts, donc on va les convertir en joules. Donc on reprend les données et on voit qu'il faut multiplier par 1,6 fois 10 puissance moins 19, c'est ce qu'on va faire. Donc fois 1,6 fois 10 puissance moins 19 sur la masse. Donc là, qu'est-ce qui est déplacé? On calcule avec quelle vitesse? On calcule la vitesse de l'électron qui est émis. Donc on va pareil regarder dans les données et ici on voit qu'on nous a donné la masse d'un électron. Donc 9,110 fois 10 puissance moins 31. 9,110 fois 10 puissance moins 31. Ce qui va nous faire une vitesse de 5,380 fois 10 puissance 6 mètres par seconde moins 1. On regarde l'item et c'est bien ce que l'on a, donc l'item 25 est également validé. Donc, le prochain exercice est du même type, donc, mais cette fois-ci on a l'ion Al12 qui est aussi un système hydrogénoïde. On commence par le premier item, 26. L'énergie du niveau fondamental de cet hydrogénoïde est de moins 2298,4 électronvolts. Donc pareil, on va calculer l'énergie fondamentale qui correspond à l'énergie au niveau 1. Ici, on est dans le cas de l'hydrogénoïde. Donc, on est dans la formule du type moins z au carré fois 13,6 sur le numéro du niveau au carré. Ici, l'aluminium, il fait également partie des atomes que vous devez connaître du tableau périodique des éléments. Donc ici, on a le nombre atomique de l'aluminium qui est égal à 13. Donc on va pouvoir calculer tout ça. On a l'énergie fondamentale qui est égale à moins 13 au carré fois 13,6 sur 1 au carré. Et on obtient moins 2298,4 électronvolts. Donc c'est bien ce qu'on nous propose. Donc item 26 est correct. Ensuite, item 27. Les photons émis lors d'une excitation entre les 4e et 3e états excités de cet hydrogénoïde appartiennent au domaine des ultraviolets. Pareil, cette question, on l'a déjà vu dans la dernière question. Donc ici, pour savoir si on appartient au domaine des ultraviolets ou pas, on va devoir calculer la longueur d'onde. Et pour pouvoir calculer la longueur d'onde, on va devoir calculer l'énergie, la différence d'énergie entre la troisième et le quatrième niveau d'excitation. Et donc pour cela, on reprend la formule, la différence d'énergie. Donc ici, on va avoir l'énergie du troisième niveau moins l'énergie du quatrième niveau, ce qui va être égal à moins z au carré fois 13,6 sur le niveau 3 au carré moins z au carré fois 13,6 sur le niveau 4 au carré. On continue, donc on a moins z au carré fois 13,6 sur n3 au carré plus z au carré fois 13,6 sur n4 au carré. Et on simplifie pour avoir z au carré moins 13,6 fois moins 1 sur n de
au carré plus 1 sur n4 au carré. Tout ça. Voilà. Donc, voilà. On va passer à l'application numérique. Et donc, on va avoir différence à l'énergie d'excitation qui va être égale à, on a vu, z au carré qui est égal à 13 fois 13,6, entre parenthèses 1 sur 3 au carré, plus 1 sur 4 au carré. Et on va avoir le résultat qui est de 111,7 électronvolts. Donc on continue. Maintenant qu'on a notre énergie, on va pouvoir calculer notre longueur d'onde, toujours avec la même formule de la constante de Planck fois la célérité sur la longueur d'onde. On isole la longueur d'onde, on obtient la constante de Planck fois la célérité sur l'énergie, avec l'énergie en joules et la longueur d'onde en mètres par seconde moins 1. Donc on passe encore à l'application numérique. On va avoir la constante de Planck qui est égale à 6,626 fois 10 puissance 34 fois la célérité de 988 fois 18 fois 10 puissance 8 sur l'énergie calculée 111,7 que l'on convertit en joules, 1,6 fois 10 puissance moins 19, et on obtient alors non, la longueur d'onde, c'est pas une vitesse, on la veut en nanomètres. Voilà. Et par mètre par seconde, c'est... Voilà. Et donc, on obtient 1,11 fois 10 puissance moins 8 mètres. Donc, ce qui fait 11,1 nanomètres. On sait que le domaine de l'ultraviolet, il se situe entre 100 et 400 nanomètres. Entre 400 et 800 nanomètres, on est dans le domaine du visible. Ici, la question est portée sur le domaine de l'ultraviolet. On voit qu'on est en dessous, donc l'item est faux. Ensuite, bombarder cet hydrogénoïde initialement au repos avec des photons d'énergie 2043 électronvolts revient à envoyer son électron au quatrième niveau d'excitation. Ici, ça va être à peu près comme le dernier item de l'exercice d'avant. Donc on étudie d'abord le comportement d'un atome, enfin de l'atome hydrogénoïde, pris à l'état fondamental, donc à E1. Si on a calculé ici, on a vu que l'énergie fondamentale de l'hydrogénoïde est de moins 2298,4 électronvolts. Donc ouais, je te le réécris ici. Et donc, pareil, ici, la remarque que l'on peut faire. Et donc ici, d'abord, contrairement à l'autre exercice, l'énergie qui est apportée, elle ne dépasse pas, donc 2043 électronvolts, elle ne dépasse pas l'énergie fondamentale. Donc on peut d'abord exclure le fait qu'elle soit à l'état ionisé.
Donc d'abord pour visualiser, on sait que l'énergie est dans cette tranche-là. Voilà, donc ici, il y a de l'énergie qui a été apportée, c'est que un électron a été émis dans cette zone. Voilà. Donc il reste à calculer l'énergie, son énergie à l'état final après qu'on ait apporté l'énergie. Donc on va nommer ça l'énergie finale et on le calcule comme pour la différence de l'autre exercice. On va ajouter l'énergie fondamentale et l'énergie apportée. Donc on serait 1 moins 2298 fois 0,4 plus 2043 et on obtiendrait moins 255,4 électronvolts. Donc maintenant que l'on a calculé l'énergie du niveau sur lequel l'électron a été envoyé, on va pouvoir donc utiliser notre formule d'énergie du niveau pour pouvoir en déduire le niveau sur lequel l'électron a été envoyé. Donc NF au carré, on isole. NF est égal à moins Z au carré sur 13,6 sur énergie finale. On pose l'application numérique. On obtient moins 13 au carré fois 13,6 sur moins 255,4 et on obtient pardon, j'ai oublié une racine ici. Voilà, comme ça, parce que ici on a bien n au carré. Donc il ne faut pas oublier la racine. Donc ici, on obtient sur notre calculette aux alentours de n, f est égal à 3. Donc ici on peut affirmer que l'électron auquel on a apporté de l'énergie a été envoyé au troisième niveau. Ici dans l'item 28 on dit qu'il a été envoyé au quatrième niveau, donc l'item est faux. Item suivant, la longueur d'onde des photons correspondant à l'énergie d'ionisation de cet hydrogénide pris dans son état fondamental est de 540 picomètres. Il faut faire attention à l'unité puisque c'est pas l'unité qu'on utilise habituellement, qui est le nanomètre, ici c'est les picomètres, donc il faut pas tomber dans ce piège-là. Et sinon en fait c'est comme ce qu'on a fait avant, rien de nouveau. Donc on va continuer avec ce qu'on a appris. Donc ici on veut connaître la longueur d'onde. Donc ici on veut connaître la longueur d'onde de l'électron lorsque l'atome a été ionisé. Et donc on veut calculer l'énergie d'ionisation, donc l'énergie nécessaire pour envoyer l'électron à l'infini, en sachant que l'atome était dans son état initial, donc à son énergie fondamentale E1, et donc pour l'envoyer au niveau infini à l'énergie ionisée, lorsqu'il est ionisé. Donc on a l'énergie d'ionisation qui est égale à l'énergie lorsque l'atome est ionisé moins l'énergie lorsque l'atome est à son état fondamental, donc au niveau 1. On sait que lorsque l'atome est au niveau infini, l'énergie à ce niveau-là, donc l'énergie lorsqu'il est ionisé, est égale à 0. Et l'énergie fondamentale, on l'a calculée. Elle est égale à moins 2298,4. 298,4. Et on obtient l'énergie d'ionisation
qui est égal à 2298,4 électronvolts. Il ne nous reste plus qu'à réutiliser encore la formule. Cette formule-ci pour pouvoir calculer la longueur d'onde sur la longueur d'onde. On isole. Et on calcule en n'oubliant pas de convertir l'énergie d'ionisation en joules, puisqu'ici on l'a en électrovolts. Donc on va avoir 6,626 fois 10 puissance moins 34 fois la célérité 2,98 fois 10 puissance 8 sur 2298,4 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19. Et on obtient une longueur d'onde de 5,4 fois 10 puissance moins 10 mètres. Ici on la veut en picomètres et on obtient 540 picomètres. Il me semble que c'est bien ce qui est proposé, oui, donc l'item est bon. Dernier item, en bombardant cet hydrogène humide pris dans son état initial avec des photons d'énergie 2300 électronvolts, l'espèce s'ionisera et l'électron sera éjecté avec une vitesse de 16,50 fois 10 puissance 5 mètres par seconde, moins 1. Donc ici comme on l'a vu, comme l'énergie qui est apportée à son état initial, bon, on réécrit état initial, moins 2000. L'énergie initiale est égale à moins 2298,4. L'énergie qui a été apportée est égale à 2300 V. Ici, comme l'énergie qui a été apportée est supérieure à l'énergie à état fondamental, on sait déjà que l'atome est ionisé. Donc ici, on va devoir calculer encore une fois la vitesse de l'électron qui a été envoyé. Donc ici, on va devoir calculer la vitesse à laquelle l'électron a été éjecté de l'atome. Et donc, encore une fois, on va utiliser la formule de l'énergie cinétique. Je vais la réécrire au carré avec l'énergie cinétique en joules, la vitesse en mètres par seconde moins 1 et la masse en kilogrammes. Là, je réécris directement la vitesse qui a été isolée. Donc 2EC sur M. L'application numérique est égale à 2 fois l'énergie cinétique, ici pareil, qui est égale à l'énergie fondamentale plus l'énergie qui a été apportée. Donc ici, moins 2298,4 plus 2300. Et on convertit tout ça en joules, puisqu'ici on a un électrovolt, fois 1,6 fois 10 puissance moins 19 sur la masse de l'électron éjecté, 9,110 fois 10 puissance moins 31. On obtient une vitesse de 7,50 fois 10 puissance 5 mètres par seconde. C'est bien ce qu'on me propose, tant que l'item est bon.
Donc sur ce dernier exercice d'atomistique, on va être surtout sur de l'application de cours et de l'application de formules. Donc item 31, la charge nucléaire effective est de 2,6. Donc ici on cherche la charge nucléaire qui se note Z étoile et qui est égale au numéro atomique moins la constante d'écran. Alors le numéro atomique on le connaît, la constante d'écran on ne la connaît pas. Alors la constante d'écran, comment on la calcule? En fait on la calcule à partir de la configuration électronique du barium. Et aussi on va vous donner pendant l'examen, normalement on va vous donner un tableau qui ressemble à ça. Et en fait, à partir de la configuration électronique d'un atome, vous allez pouvoir en déduire de la constante d'écran. Donc, on va d'abord écrire la configuration électronique du barium. C'est que son nombre atomique est de 5, donc on va devoir s'arrêter à 2P, pas du tout, 2P1, voilà. Ici, on va séparer chaque couche pour mieux s'orienter. Et donc, pour calculer la constante d'écran, on va se mettre à la place du dernier électron sur la dernière sous-couche d'une couche. Donc, pour notre cas, ce sera l'électron qui est sur la couche 2P. Et donc, à partir de là, on va pouvoir, grâce au tableau, calculer la constante d'écran. Alors, comment on fait? D'abord, on détermine la couche la plus grande de la configuration électronique. Ici, on est dans la couche 2s2, type 1, la couche 2. Donc, on se place dans le tableau sur cette colonne-ci. Nous, on se trouve sur cette ligne-là, 2s2, 2p. Et en fait, à partir de cette ligne, on va pouvoir savoir par quel facteur on va pouvoir multiplier le nombre d'électrons qui se trouvent sur chaque couche. Par exemple, ici, on a 2 électrons sur la couche 1. On note 2. Ici, on en a 3, mais comme nous, on se place sur sur le dernier électron de la couche, on va en compter, on va en compter que 2. Donc, ce que l'on fait, c'est le nombre total de la couche la plus grande moins 1. Donc 3 moins 1 est égal à 2. On reprend le tableau. On regarde que pour la couche 1, c'est le facteur 1 qui va être 0,85 qui va être utilisé. Donc on note fois 0,85. Pour la couche 2S de P, c'est le facteur 0,35 qui va être utilisé. Donc on note fois 0,35. Et c'est comme ça que l'on va pouvoir calculer la constante d'écran, qui est en fait la somme de tous les électrons fois leur facteur. Donc ici, on va commencer par 2 fois 0,85 plus, ici 2 et non 3, fois 0,35. Si on aurait eu ici par exemple 2P4, on aurait compté 3 électrons de la sous-couche P. Donc on aurait au total 2 plus 3, donc on aurait eu 5 et non 6. D'accord? Voilà. Donc tout ça nous donne un total de 2,4. Donc avec ça, on va pouvoir continuer notre calcul de la charge nucléaire avec Z étoile est égal à Z moins la constante d'écran. Z est égal à 5 moins 2,4. Z est égal à 2,6.
Donc c'est bien c'est bien la réponse qui nous a proposée par l'item. Donc l'item est bon. Item suivant. L'énergie de l'électron sur la couche 2p est de moins 22,984 électronvolts. Donc on note. Ici, ça va être également une formule que vous devriez connaître. Donc on a l'énergie de l'électron sur une couche qui est égale on a l'énergie de l'électron qui est égale à moins 13,6 fois la constante d'écran au carré sur le numéro de la couche. On a alors ici moins 13, je note que c'est l'application numérique, 6 fois ici 2,6 au carré sur 2 au carré, ce qui nous donne moins 22,984 électronvolts. Donc pareil, ici, item qui est vrai. Ensuite, 33, le rayon atomique est de 8,10 puissance moins 12 mètres. Pour calculer le rayon atomique, pareil, ici, c'est du cours, donc une formule qui est à connaître. Le rayon atomique qui est égal au rayon, atomique du bord fois le nombre atomique au carré sur la charge nucléaire qui est égale à 5,2 fois 10 puissance moins 12 fois 2 au carré sur 2,6 et on obtient 81 picomètres, soit 8,1 fois 10 puissance moins 11 mètres. On n'obtient pas le même résultat que proposé dans le thème, donc cet item est faux. Avant-dernier item, le calcium est moins électronégatif que le bore. Alors là, il va falloir connaître son tableau périodique des éléments. Et à partir de ce tableau-là, en fait, comme je disais, à partir de ce tableau, en fait, on suit la règle de l'électronégativité, qui est croissante en haut et à droite. Et donc, l'item est vrai. Enfin, dernier item, l'affinité électronique du beryllium est quasiment la même que celle du bore. On suit une autre règle, celle de l'affinité électronique, qui, elle, est croissante linéairement, horizontalement, de gauche à droite. Sauf qu'ici, le bore et le beryllium ne se trouvent pas sur la même période, mais sur la même colonne. Donc ils ne se trouvent pas horizontalement l'un à l'autre. Donc l'item est faux. Donc voilà, on en a fini avec le TD d'atomistique. Sur ce même TD, vous avez 2 exercices de thermodynamique pour vous entraîner sur le prochain thème. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et j'espère que j'aurai expliqué du mieux que je pouvais. Voilà, travaillez bien, bonne chance et croyez en vous.